Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette chaîne à nouveau pour une vidéo qui va concerner le concours des contrats doctoraux. C'est une vidéo que j'ai promis de faire récemment mais j'ai pas eu le temps en fait cette année parce que justement j'ai été très sollicitée pour accompagner des projets de passage au concours, donc j'ai paré au plus urgent pour ainsi dire. Par contre les résultats qu'on a obtenus étant exceptionnels, je suis ultra motivée aujourd'hui pour vous faire voilà, une vidéo puisque j'en sors en fait de toutes ces auditions et de tout le montage des dossiers cette année. Je me suis dit que tant que c'est encore chaud, j'allais vous partager tout ça, c'est-à-dire comment j'ai fait pour accompagner des jeunes chercheurs à passer les concours pour les financements de type contrat doctoral. Alors ça peut être contrat doctoral, mais ça peut être aussi tout ce qui est financement du même type, avec une sélection sur dossier, et ensuite une audition à passer autour de 15-20 minutes, entre 10 et 20 minutes. Donc aujourd'hui, je vous livre tout ça rapidement. Dans cette première partie, on va parler du dossier à remettre, c'est-à-dire les pièces qu'il faut donner, les pièces qu'il faut constituer pour le dossier, savoir voilà, comment on va être évalué, tout ce à quoi il faut penser, ce qu'il ne faut pas oublier, comment on démarre, voilà, quels sont les conseils que je peux vous donner déjà comme ça en ligne pour vous aider à vous lancer. Et je ferai une seconde vidéo pour vraiment me consacrer à la partie audition. Comment on fait pour gérer l'audition, qu'est-ce qu'il faut préparer, quelles sont les attentes du jury, quelles sont les questions qu'on nous pose le plus fréquemment, et bien sûr tous les conseils que je peux donner au quotidien, moi de mon côté, aux personnes que j'accompagne. Je tiens aussi à préciser que l'ensemble des réussites que j'ai eues cette année avec les accompagnements tient en deux paramètres qui sont hyper importants, et je tiens à le préciser ici. C'est d'abord le fait d'avoir vraiment monté un projet de recherche de qualité, et le fait d'avoir sélectionné, vraiment d'avoir fait un choix éclairé sur la personne qui allait accompagner le projet en tant que directeur ou directrice de thèse. J'insiste parce que j'estime, et je vous garantis même, qu'il est inutile de vous présenter au concours de contrat doctoral si le projet de thèse que vous avez aujourd'hui entre les mains est un projet que vous avez rédigé vous-même sans compréhension plus globale du programme de recherche dans lequel il va s'inscrire dans votre laboratoire, et si votre directeur de thèse n'est pas spécialement enthousiaste à cette idée. Il faut vraiment que vous ayez une personne qui va porter votre projet à vos côtés, quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un d'ailleurs que je vais vous recommander de consulter régulièrement par rapport aux pièces qu'il va falloir rédiger de votre côté, et la préparation globale en fait de ce concours. C'est quelque chose d'important. Ça prend des mois en fait à monter, et le passage au concours du contrat doctoral, c'est la dernière étape, d'accord? Mais vous êtes censé là aujourd'hui avoir déjà vraiment travaillé en profondeur sur votre projet, et là il n'y a pas de secret. Je peux pas vous dire que vous allez réussir quoi qu'il arrive avec les conseils que je vous donne si derrière il n'y a pas un vrai engagement de la part de votre directeur avec un projet de thèse qui a été co-créé avec lui. Voilà. On démarre tout de suite avec les pièces, hein, les pièces qu'il faut joindre au dossier. Alors avant de vous lancer dans la rédaction des pièces qu'on va vous demander, je tiens à vous inviter à prendre le temps déjà de lire et de relire l'offre qui a été publiée par l'école doctorale. Rien n'est omis par les équipes, c'est-à-dire que tout est indiqué en fait dans ce document, quasiment toutes les réponses à vos questions se trouvent dans ce document. Elles sont claires, elles sont nettes, je veux dire, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas d'à peu près, tout est indiqué. C'est indiqué de telle façon, donc vous devez répondre de telle façon, mais vraiment au mot près. Donc c'est la première chose que je vous invite à faire, lisez plusieurs fois l'offre, essayez de bien comprendre l'articulation de cette offre, de comprendre les enjeux de cette offre, de comprendre les besoins qui sont recherchés derrière, et de bien comprendre aussi que les pièces justificatives qui vous sont demandées sont complémentaires. Elles sont complémentaires, ça veut dire que chaque pièce va avoir autant d'importance, il n'y a pas de hiérarchie. Le projet de thèse va être aussi important que votre lettre de motivation, qui va être aussi importante que votre CV et que votre projet professionnel. Donc là, vraiment, je vous invite à prendre, à prendre conscience qu'il va falloir mettre le même soin dans toute la rédaction de chacune de ces pièces, et donc forcément, ça va vous prendre beaucoup de temps. Vraiment, c'est pas quelque chose que vous allez monter sur une après-midi à l'arrache la veille du rendu. C'est vraiment quelque chose qui se prépare sur plusieurs semaines, à mon avis. Donc, quand vous aurez pris connaissance de l'ensemble des pièces qui sont demandées, gardez en tête une règle, c'est une pièce, une fonction. Là, ça veut dire que dans votre lettre de motivation, il n'y aura pas un bout de votre projet doctoral, il n'y aura pas un bout de votre CV.
Une lettre de motivation, c'est une lettre de motivation, un CV, c'est un CV. Donc je vais vous expliquer de façon très schématique, on va survoler ça rapidement et dans une seconde partie, je vais développer vraiment sur chaque pièce que vous allez devoir rédiger, comment vous y prendre. Alors pour bien comprendre les enjeux, essayez de voir la lettre de motivation comme vraiment le moyen d'exprimer votre motivation. Mais attention, c'est la motivation à décrocher ce contrat doctoral dans cette école doctorale. C'est hyper important de comprendre que on ne parle pas ici de votre motivation à faire un doctorat par exemple ou de votre motivation à faire un travail de recherche sur ce sujet de thèse en particulier. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais retenez déjà simplement ça. Pour le projet doctoral, le but c'est de démontrer la pertinence de votre projet de recherche. Ce projet, vous l'aurez préalablement rédigé sous forme d'avant-projet avec les recommandations d'ailleurs que j'avais pu déjà donner. Je vais vous mettre le lien juste ici. Vous trouverez sur cette vidéo le cours complet sur comment rédiger un bon avant-projet de thèse, quelles sont les parties, la structure en fait qu'il faut respecter. C'est la structure qui est recommandée dans toutes les écoles doctorales. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Donc allez voir cette vidéo si c'est pas encore fait. Et en tout cas, appuyez-vous dessus au moment où vous allez devoir rédiger votre projet de thèse si c'est pas encore fait. Et on verra également après comment adapter cet avant-projet qui est souvent très complet aux attentes de l'école doctorale qui va souvent vous demander des résumés ou des formats très courts en fait. Alors que vous, votre projet de thèse, il fait certainement aujourd'hui 10 pages, voire 12, voire 15. J'espère pas trop plus, mais en tout cas pour l'école doctorale c'est souvent beaucoup moins. Donc je vous expliquerai justement comment gérer ça. Le projet professionnel, donc souvent c'est l'une des pièces qui est demandée, hein. Je les ai pas énumérées, mais on en a 4 qui vont être principalement demandées, c'est toujours les mêmes, la lettre de motivation, le projet de thèse, le projet professionnel et le CV. Donc le projet professionnel, l'idée c'est de développer autour de la cohérence globale de votre parcours, c'est-à-dire avant, pendant et après le doctorat. Il doit montrer que l'obtention de ce contrat doctoral, celui-là en particulier, va être déterminant pour votre projet professionnel, pour votre projet de carrière en fait. Et on va voir également dans la partie suivante comment on fait, qu'est-ce qui est attendu exactement, comment on peut démarrer, etc. Dernière pièce, le CV. Le CV, bon, l'enjeu c'est de montrer de façon très claire, très limpide, quel a été votre parcours jusqu'à présent. Là, l'idée c'est de montrer un petit peu quels sont vos atouts pour aborder la recherche aujourd'hui, à cette étape de votre carrière. Et ici, on verra justement dans la partie suivante s'il faut utiliser les normes académiques ou pas, dans quel cas le faire, et si le faire, comment. Je vous indiquerai tout ça et je vous inviterai aussi, très important, à aller consulter l'article qui correspond au texte de cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien. En fait, comme vous le savez, je prépare toutes mes vidéos, je prépare tout le texte de mes vidéos et je les publie sur mon site. Donc il y a toujours une vidéo, un article. Il y a un article sur mon site qui a exactement le même contenu que cette vidéo. Et dedans, vous verrez que je vous ai donné pas mal d'indications avec des modèles. Il y a des documents à télécharger. Pour la lettre de motivation, il y a un modèle. Pour respecter le format, hein, c'est super important. Il y a des exemples de CV aussi, des CV académiques par exemple. Donc voilà, allez voir cet article, exceptionnellement, ça pourra compléter correctement l'ensemble des indications que je vais donner dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien, rassurez-vous, juste en dessous. Alors sachez également que en plus de ces pièces qui sont couramment demandées par les écoles doctorales, ils vont vous demander aussi souvent des lettres de recommandation, ils vont vous demander des relevés de notes de master. C'est rare qu'ils demandent des relevés de notes de licence, hein. Mais en tout cas au moins celles de master. Donc là, attention, si vous avez plusieurs semaines devant vous, n'attendez pas le dernier moment. Ces pièces-là, elles sont hyper importantes, assurez-vous d'avoir les relevés de notes sous la main, parce que s'il faut faire une demande de duplicata, ça peut prendre un petit peu de temps. Et concernant les lettres de motivation, c'est pareil, les lettres de recommandation, c'est pareil, il faut les demander longtemps à l'avance, faites un maximum, n'attendez pas le dernier jour, voyez un petit peu, alors souvent ils vous disent de qui les lettres sont attendues, c'est souvent le directeur de thèse, souvent c'est aussi le directeur du laboratoire, donc contactez bien ces personnes en amont, dites-leur que vous avez besoin d'une lettre de recommandation pour le contrat doctoral, afin qu'ils vous préparent tout ça dans les meilleurs délais. Voilà pour les premières explications, on passe tout de suite au cœur du sujet et on va aller développer un petit peu tout ça. Alors maintenant, vous êtes prêt à rédiger, vous avez bien lu votre offre, vous avez bien compris l'enjeu de chacune des pièces, vous êtes prêt à démarrer.
Avant toute chose, partez avec des documents vierges. Si possible, partez d'une feuille blanche, n'allez pas rechercher la lettre de motivation que vous avez écrite pour un job d'été il y a 2 ans, ou le CV que vous avez envoyé pour entrer en master par exemple il y a quelques années. Essayez de démarrer de zéro, en comprenant vraiment que c'est super important de produire des documents qui vont être inédits et à usage unique. Là, il faut vraiment comprendre que vous êtes sur des projets de haut niveau et que les lettres de motivation, on les recycle plus. Hein, c'est vraiment super important. Ici, tout va être vraiment lu, scruté, analysé, donc tout va être évalué. C'est hyper important, voilà, de vous dire qu'il faut préparer ces documents en respectant les codes précis de l'université. Comme je vous l'ai indiqué, la lettre, elle doit respecter parfaitement les normes de la lettre de motivation classique. Donc vous allez respecter les en-têtes avec votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail en haut à gauche. Ensuite, à droite, vous allez indiquer le nom, prénom ou les noms et prénoms des personnes ou de la personne qui va lire votre lettre. Surtout, regardez dans l'offre, il y a le nom des responsables. Profitez-en pour regarder qui sont ces personnes, en quoi elles font de la recherche, dans quelle discipline, sur quoi elles bossent, quelles sont leurs responsabilités aujourd'hui au sein de l'institution. Et voilà, essayez déjà de visualiser au maximum vos interlocuteurs et voir à qui vous vous adressez. Sachant qu'évidemment, les responsables ne sont pas les seuls qui vont lire votre dossier, il y a tout un comité derrière, hein, bien sûr, donc l'idée c'est déjà de bien comprendre et d'essayer d'imaginer le plus possible qui va vous lire. Ensuite, évidemment, vous mettez l'adresse complète de l'école doctorale, vous mettez voilà, tout ce qui est demandé, je vous mets le modèle, vous allez voir le modèle dans l'article pour être sûr de rien oublier. Vous n'oubliez pas aussi de mettre la date du jour, la date à laquelle vous écrivez la lettre et le lieu où est-ce que vous l'écrivez, avec en dessous l'objet, donc n'oubliez pas de mettre objet, de points, lettre de motivation, blablabla, vous verrez dans le modèle ce qu'il faut indiquer. Bon, ensuite vous démarrez, hein, vous allez dans la rédaction de la lettre, donc vous allez démarrer par madame, monsieur, ou alors justement en fonction des noms, prénoms, vous allez savoir si vous adressez à 2 femmes, ou à un homme, une femme, ou à des hommes, etc. Donc vous adaptez évidemment, mesdames, messieurs, etc. Et maintenant, votre objectif pour la suite, c'est de convaincre ces destinataires que vous êtes le bon candidat pour ce poste de doctorant sous contrat doctoral pour cette école doctorale. Alors si vous n'êtes pas très coutumier de ce type d'exercice, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait une lettre et si vous avez besoin d'un petit peu de repères, parce que c'est vrai que quand on fait une lettre pour l'université, c'est pas la même chose que quand on fait une lettre pour, je sais pas, une entreprise. Donc, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de faire le format classique en 3 paragraphes. Moi, vous, nous. Premier paragraphe, moi, vous allez vous présenter. Deuxième paragraphe, vous allez montrer de l'intérêt pour l'équipe, clairement, que vous allez rejoindre si vous êtes sélectionné. Et troisième paragraphe, nous. Donc en quoi ça match en fait, en quoi le fait de vous recruter vous, c'est le bon choix, et en quoi vous avez aussi besoin de cette équipe pour aller au bout de vos projets en fait. On va voir ça bien sûr beaucoup plus en détail. Ça c'était juste pour vous donner une idée globale du déroulé en fait de la lettre. C'est ce que je vous conseille parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce qui m'a valu d'avoir un très beau financement il y a quelques années. Et franchement, ça marche très bien. C'est simple et efficace. Voilà, faut pas vous prendre trop la tête et il faut aller à l'essentiel. Donc bien sûr ça suppose que aussi vous ayez fait des recherches en amont sur le laboratoire, sur l'équipe de recherche, évidemment sur le programme de recherche, sur le fonctionnement de l'université, c'est-à-dire qui est l'école doctorale par rapport au laboratoire, ce genre de choses c'est hyper important, faut le savoir. Sinon vous allez passer à côté en fait. On va le sentir à la lecture de votre lettre que vous ne savez pas exactement comment ça se passe, pourquoi c'est l'école doctorale qui vous fait passer le concours alors que vous avez travaillé en laboratoire, comment ça s'organise en fait. Je vous donne ici des éléments principaux pour comprendre, mais je vous invite à aller voir sur le site du laboratoire que vous voulez intégrer toutes les informations que vous pouvez trouver sur les axes de recherche, sur les équipes, sur les chercheurs, et bien sûr sur le site de l'école doctorale qui va être distinct pour bien comprendre quels sont les enjeux des deux. À l'université, ce sont les écoles doctorales qui organisent le concours des contrats doctoraux. Donc si vous êtes retenu, vous serez sous contrat de travail avec l'école doctorale, mais vous allez rejoindre une équipe dans l'un des laboratoires que l'école doctorale fédère. En fait, une école doctorale fédère plusieurs laboratoires. Donc une école doctorale des sciences humaines et sociales va fédérer un laboratoire d'histoire, un laboratoire de philo, un laboratoire d'anthropologie, un laboratoire de droit, un laboratoire des sciences de l'éducation, un laboratoire de... voilà, toutes les disciplines des sciences humaines et sociales. Ça veut dire que les personnes qui vont lire votre lettre ne connaissent probablement rien au sujet de votre thèse, et même sont peut-être complètement en dehors de votre laboratoire. C'est peut-être, en fait, peut-être que vous postulez pour le laboratoire de philosophie, et en fait, les personnes qui vont lire votre lettre et votre dossier sont des chercheurs qui sont dans les autres laboratoires.
il n'y a pas forcément une personne de chaque labo en fait. Donc il faut vraiment que vous évitiez dans votre lettre de motivation de partir sur la question de votre sujet de thèse, la pertinence du sujet de thèse, le doctorat, etc. Non, il faut partir sur votre motivation à décrocher ce contrat doctoral pour cette école doctorale, donc à intégrer ce laboratoire. Donc en fait, votre lettre de motivation, elle doit principalement montrer la correspondance entre votre projet de recherche et le programme de recherche du laboratoire que vous allez intégrer. Parce que si le chercheur qui lit votre dossier n'est pas au courant du programme de laboratoire de votre laboratoire, sachant que les chercheurs ne connaissent pas les programmes de tous les laboratoires de leur université, hein, donc c'est normal, vous, de ce fait, vous devez leur apporter les éléments dont ils ont besoin pour être sûr que votre projet de thèse s'inscrit vraiment bien dans le programme de laboratoire en question. Pour ça, il faut en avoir une connaissance précise et il va falloir le démontrer. Donc, dans le premier paragraphe, vous allez vraiment centrer votre propos sur votre présentation. Donc vous allez amener les éléments de présentation qui sont les plus importants au sujet de votre projet professionnel et de votre parcours universitaire. Si vous avez fait le master dans la même université, c'est bien de le mentionner dans la lettre de motivation parce que de plus en plus les écoles doctorales privilégient les étudiants de l'université. Donc c'est bien de l'indiquer. Vous allez sélectionner les éléments les plus pertinents, les plus importants de votre cursus, ne gardez que ceux qui sont vraiment en lien avec ce dont on est en train de parler en fait, hein, et gardez tout le reste pour le CV. L'idée c'est vraiment de vous présenter succinctement avec les éléments les plus évidents, enfin le but c'est pas de tout dire. Je sais que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui sont des professionnels en reconversion ou qui reviennent vers la recherche après quelques années, et de toute façon, même si vous êtes un étudiant qui avait été très actif, le but c'est vraiment pas de montrer ça dans le premier paragraphe. Vous allez dire, voilà, j'ai un master de telle discipline obtenu en telle année dans telle université, et vous allez développer sur les 2-3 éléments complémentaires qui vont être importants et qui vont pouvoir éclairer les personnes qui vont lire sur je comprends la logique, pourquoi ils postulent aujourd'hui au contrat doctoral. N'oubliez pas, dans le début du paragraphe, d'annoncer l'objet de votre lettre. Hein, je vous sollicite dans le cadre de ma candidature au concours du contrat doctoral. N'oubliez pas de le mentionner, hein, parce que c'est comme ça qu'on ouvre. Et ensuite vous enchaînez avec les éléments dont je viens de parler. Ensuite, deuxième paragraphe, vous allez vraiment concentrer le propos sur les éléments qui montrent pourquoi vous êtes allé vers ce laboratoire en particulier et donc vers cette école doctorale en particulier. Quel chercheur, quelle équipe de recherche, quelle composante du programme de recherche a attiré votre attention? Pourquoi? Est-ce que c'était suite à un événement qui a été organisé dans le laboratoire et auquel vous avez participé l'année dernière par exemple? Est-ce que c'est suite à des échanges prolongés avec un chercheur avec qui vous avez monté un super projet de très grande qualité à intégrer dans le laboratoire? En fait, quel élément déclencheur vous a poussé à vous dire « Ok, c'est dans ce laboratoire-là que j'ai envie de travailler ». Quel a été l'élément déclencheur qui vraiment vous a poussé vers ce laboratoire-là? On a souvent plusieurs options. Vous savez bien que l'idée c'est pas d'aller vers le laboratoire le plus près de chez nous ou de prendre en compte des considérations personnelles en fait. Enfin, même si c'est le cas évidemment qu'on le fait tous, il faut pas le dire dans la lettre et il faut essayer de montrer la cohérence, pourquoi vous voulez ce labo-là, qu'est-ce que ce labo-là peut vous apporter et surtout quel est par rapport à son programme l'intérêt de l'intégrer. Si vraiment c'est un choix par défaut, par exemple, c'est le seul labo qui travaille sur ce sujet ou qui peut intégrer votre sujet de thèse dans son programme, eh bien, tournez ça en la faveur du laboratoire. C'est-à-dire que le programme de ce laboratoire, il est forcément exceptionnel pour vous aujourd'hui, donc il faut expliquer pourquoi. Voilà, donc là vous avez normalement bien amorcé tout ce qui concerne le nous, c'est-à-dire qu'est-ce que ce laboratoire peut vous apporter. En tout cas, vous êtes en train de finaliser ça dans le deuxième paragraphe, et vous allez rebasculer sur ce que vous pouvez aussi apporter au laboratoire, et surtout vous allez centrer le propos du dernier paragraphe sur ce qui vous amène à postuler à ce contrat-là. Pourquoi vous voulez ce contrat doctoral, et surtout, pourquoi c'est vous le meilleur candidat, pourquoi c'est à vous, d'après vous, qu'il faut donner ce contrat doctoral. Une fois que ça c'est terminé, vous terminez votre lettre avec la formule habituelle, c'est-à-dire dans l'attente, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs, et vous n'oubliez pas de signer de votre prénom, de votre nom et de votre signature électronique en bas à droite. Très important, très important. Vous, jeunes chercheurs, je vous connais par cœur, vous écrivez des lettres de motivation qui font parfois 2 pages, voire plus, et là, le meilleur conseil que je puisse vous donner
par-dessus tout, le conseil des conseils, c'est de ne jamais dépasser une page. Je sais que c'est un exercice extrêmement difficile, mais vous devez faire face à cet exercice. Et pour vous aider à ça, gardez bien à l'esprit que vraiment, aujourd'hui, là dans cette lettre, il y a tellement de choses que vous avez envie de dire, mais dites-vous que vous avez les autres pièces pour vous permettre de dire ces choses-là. Votre CV va être là pour énumérer tout ce que vous avez fait, tout ne sera pas dans votre lettre de motivation et c'est normal, ce n'est pas l'objectif de la lettre de motivation. Le projet de thèse va vous permettre de développer sur le sujet en lui-même, de développer aussi beaucoup plus que dans le second paragraphe sur la cohérence de l'intégration de votre projet de thèse dans le programme du laboratoire. Ça c'est le but, c'est l'enjeu principal du projet de thèse. Et le projet professionnel aussi va vous permettre de développer beaucoup sur voilà, ce que vous voulez faire, ce que le contrat doctoral va vous permettre de faire au niveau de votre carrière. Donc dites-vous que tous ces éléments-là vont apparaître dans d'autres documents et qu'il faut vous concentrer sur votre motivation et sur la cohérence de cette motivation aujourd'hui pour ce contrat doctoral dans la lettre. Voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, de toute façon, vous les posez en commentaire, hein, comme d'habitude, j'y répondrai au plus tôt. Alors, à présent, le projet doctoral. J'ai développé dans une vidéo et aussi dans un article à part entière, j'ai fait un cours complet sur comment réaliser un bon avant-projet de thèse. Donc là, si vous partez de zéro, je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Je vais pas redire tout ce qu'il faut mettre dans le projet de thèse. Ce qui est là aujourd'hui acquis pour moi, c'est que normalement, si vous postulez bientôt au contrat doctoral, bon, c'est que vous avez quand même déjà un avant-projet, voire un projet de thèse définitif qui a été co-construit avec votre directeur, votre directrice de thèse. Donc là vraiment, on va pas revenir là-dessus. Si vous avez besoin, je vous mets à nouveau le lien vers la vidéo en question pour que vous puissiez faire ce travail-là à part. Et je vais simplement vous indiquer un petit peu comment faire parce qu'en fait, souvent, quand on passe le concours, l'école doctorale va vous demander un projet de thèse qui fait pas plus de 3-4 pages. Parfois, elle va vous demander un projet complet, mais pas toujours. Donc là, vraiment, la seule chose à faire, attention, c'est si on vous demande un projet de 3-4 pages, vous n'allez pas résumer chaque partie. Il faut au contraire sélectionner des parties. Donc vous allez garder la partie contexte de la recherche, la partie problématique, la partie état de l'art, ensuite la partie corpus et méthodologie, ou juste méthodologie, hein, si vous avez juste méthodologie c'est normal. La partie calendrier prévisionnel, pour montrer que le projet va être faisable en 3 ans, c'est super important dans le cadre d'un contrat doctoral parce que c'est un CDD de 3 ans et que pour avoir une 4e année, c'est très compliqué et c'est pas ce que veut l'école doctorale. Donc le calendrier prévisionnel est très important, je vous conseille de l'intégrer et à la fin, vous mettez bien la partie bibliographie. Voilà, tout ça doit tenir sur le nombre de pages qu'on vous demande, strictement, ne dépassez pas, c'est super important. Bien sûr, ce que je vous dis là, c'est à titre indicatif. Concernant le projet doctoral, là vraiment le meilleur référent que vous ayez, c'est votre directeur, votre directrice de thèse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque école doctorale a ses propres usages. Donc votre directeur de thèse va savoir vous dire attention, intègre plutôt telle partie, c'est important, etc. Enfin voilà, selon les disciplines, ça peut être un petit peu différent. Mais a priori, enfin nous en tout cas cette année, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées dans différentes disciplines, on a retenu ces parties-là et les candidats ont été retenus, donc je prends pas trop de risques, hein, mais bien sûr vous faites valider ça toujours par votre directeur. Alors maintenant concernant le projet professionnel, donc l'enjeu du projet professionnel c'est de répondre à 2 questions principales. Quel est votre projet professionnel ? Et pourquoi vous voulez ce contrat doctoral par rapport à votre projet de carrière en fait ? Il faut vraiment montrer en quoi l'obtention de ce contrat doctoral va être déterminant pour votre projet professionnel. Donc c'est le moment d'en dire plus sur votre projet professionnel, sur vos projets, sur voilà, ce que vous avez envie de faire, ce que vous envisagez de faire avec le doctorat, après la thèse sous contrat doctoral bien sûr. Donc attention, l'écueil le plus courant, c'est vraiment d'expliquer comment s'inscrit le doctorat dans le projet professionnel. Faut pas faire ça parce que c'est pas tant le doctorat qu'il faut mettre en perspective dans le projet professionnel, c'est le contrat doctoral auquel vous postulez. Il y a d'autres manières de financer un projet de recherche, par exemple vous pouvez monter ou postuler à une offre de thèse CIFRE. Ici vous postulez pas à une CIFRE, vous postulez à un contrat doctoral, ce qui est pas la même chose. Et c'est pourquoi vous postulez au contrat doctoral et pas à une CIFRE par exemple, c'est une des questions que vous pouvez vous poser pour démarrer, pour essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de ce qui est attendu ici. Donc ça suppose que vous compreniez bien l'enjeu de l'obtention d'un contrat doctoral. Vous pouvez par exemple mettre en avant le fait que vous voulez faire une carrière académique par la suite et que le contrat doctoral vous permettrait d'acquérir une première expérience de type académique.
Et donc forcément, ce serait tout bon pour vous pour la suite. Après, il y a d'autres façons aussi de faire une carrière académique, hein, bien sûr. Et d'ailleurs, ne vous en tenez pas qu'à ça, parce que on va vous répéter dès maintenant que la carrière académique, c'est pas la seule voie possible avec un doctorat, et on va vraiment attendre de vous que vous ayez les pieds sur terre par rapport à ça. Donc aujourd'hui, un candidat au contrat doctoral, il n'est pas censé avoir envie de faire uniquement une carrière académique, il a forcément en tête d'autres options. Je vous conseille de les connaître, en tout cas, ou au moins de les imaginer, de les envisager sérieusement, parce que franchement, c'est tôt ou tard, vous allez devoir le faire, hein, de toute façon. Il y a très peu de place à l'université, et puis en plus, il y a de fortes chances que finalement, vous vous rendiez compte que vous n'avez pas envie de faire de la recherche toute votre vie, hein, même si ça vous paraît pas possible aujourd'hui, je vous assure que ça risque de se produire. Voilà, donc pensez à ça, vraiment développez bien votre projet professionnel. On attend souvent de vous à peu près une page, donc vous avez de quoi faire, vous avez de quoi développer au moins 3 ou 4 gros paragraphes sur tout ça. Voilà, quel est le projet professionnel, montrer que vous avez plusieurs options, vous avez une bonne connaissance aussi du terrain professionnel qui vous attend et des compétences que le doctorat sous contrat doctoral permet d'acquérir. Alors pour ce faire, je vous conseille par exemple d'aller contacter, pourquoi pas, des doctorants qui sont sous contrat doctoral actuellement, si vous en connaissez dans votre école doctorale, dans votre laboratoire. C'est assez facile de les repérer, vous allez sur le site de votre laboratoire et vous allez voir que dans les chercheurs, il y a les doctorants et il y a leur nom, donc vous pouvez les retrouver assez facilement sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez même aussi, pourquoi pas, aller contacter des docteurs qui ont fait un doctorat sous contrat doctoral. Vous les repérez assez facilement sur LinkedIn et franchement, n'hésitez pas à aller leur faire un petit message rapidement pour en savoir plus sur comment ça s'est passé pour eux, quelle est la valeur ajoutée pour eux, d'après eux, du contrat doctoral, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, vous voyez, sans hésiter vraiment à, de toute façon, juste de discuter avec eux, ça va vous donner plein d'idées, et n'hésitez pas à reprendre leurs mots, à reprendre des exemples, des trajectoires en fait dont vous avez connaissance, pour formuler en fait vous, votre projet professionnel et ce que vous pouvez sérieusement envisager avec ce parcours via le contrat doctoral. Voilà. Ce qui est souvent demandé aussi par les personnes que j'accompagne à ce niveau-là, c'est la question du poste que vous occupez actuellement. Il n'est pas rare de postuler un contrat doctoral quand on est déjà en poste, c'est-à-dire, voilà, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui seraient en reconversion professionnelle, qui travaillent aujourd'hui à temps plein sur un poste, qui se renseignent pour s'inscrire en doctorat et qui passent le concours du contrat doctoral, mais sur votre CV, le comité va bien voir que vous êtes en poste actuellement, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, et donc il peut être bien, vraiment même je vous encourage à le faire, à aborder le sujet dans le projet professionnel, c'est-à-dire est-ce que vous comptez quitter votre poste actuel pour prendre le contrat doctoral, sachant que le contrat doctoral c'est un contrat de travail à temps plein, et que vous ne pourrez pas cumuler un contrat doctoral et un contrat de travail, hein, ça c'est clair, enfin je veux dire un contrat de travail à temps plein. Si c'est un contrat de travail à temps partiel, à ce moment-là il va vous falloir l'accord de l'employeur principal pour pouvoir faire un second contrat de travail à côté. Et donc, en l'occurrence, ce sera l'école doctorale qui sera votre employeur principal, et il vous faudra donc l'accord de l'école doctorale pour continuer à faire le travail que vous faites aujourd'hui à temps partiel en plus. Quand c'est pas des heures de cours, très franchement, c'est pas forcément accordé. Donc attention, là, il y a un vrai sujet pour vous peut-être, c'est de savoir, est-ce que vous êtes vraiment prêt à quitter votre job actuel pour prendre le contrat doctoral en fait. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vais pas trop développer non plus parce que je sais que ça va concerner beaucoup d'entre vous, mais pas tout le monde non plus, et puis c'est pas tant le sujet. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à mentionner, à faire une phrase ou deux qui laisse bien entendre clairement que vous serez 100% dispo au moment où le contrat démarrera, c'est-à-dire souvent au mois de septembre ou au mois de janvier. On termine rapidement avec la dernière pièce que vous allez devoir produire, c'est le CV. Alors le curriculum vitae, faut savoir qu'en fait à l'université, c'est un peu une exception à la règle, c'est-à-dire que les CV à l'université font rarement une seule page. Un CV académique fait généralement plusieurs pages, il va s'allonger chaque année, tout simplement parce qu'en fait il requiert que vous structuriez votre CV en rubriques. Donc il y aura la rubrique du cursus universitaire avec les diplômes que vous avez obtenus, et puis après il y a tout ce qui concerne les publications, les communications, les cours, toutes les heures d'enseignement que vous faites, et puis aussi toutes les responsabilités pédagogiques que vous pouvez avoir, ou les responsabilités que vous pouvez avoir aussi en dehors des UFR. Donc ça va apparaître sur le CV, et puis chaque événement que les chercheurs organisent, chaque participation à des colloques, chaque publication va être très détaillée avec le titre de l'événement, le titre de la communication, la date, le lieu. Donc en fait tout ça, forcément ça prend de la place, et donc forcément tout ça
est important parce que vous, aujourd'hui, peut-être que vous avez déjà eu des activités à l'université, donc c'est super important si c'est le cas de les indiquer, et donc de le faire sous forme du CV académique qui va pas forcément faire qu'une seule page. En revanche, peut-être que c'est pas le cas du tout et que vous sortez de master, peut-être que vous sortez d'école d'ingénieur, peut-être que vous sortez voilà, de tout type d'école ou des grandes écoles, et donc vous n'avez pas forcément encore d'activité académique, et à ce moment-là, je vous recommanderais plutôt d'utiliser le format une page. Il n'y a pas de règle ici, ça dépend de vous. N'allez pas faire un CV académique si ça n'a pas lieu, il n'y a pas lieu en fait, s'il n'y a pas d'activité. Et au contraire, s'il y en a, n'allez pas vous conformer au format une page alors qu'on a besoin d'en savoir plus. Le plus important ici sur le CV, ça va être la clarté. Un bon CV, c'est pas un CV qui est rempli d'expérience, c'est plutôt un CV qui est très clair, un CV qui est très cohérent, qui va être bien organisé, qui va permettre à la personne qui le consulte de comprendre tout de suite la trajectoire, la cohérence en fait entre les différentes expériences. C'est cette capacité à structurer votre CV qui va faire vraiment la différence. Donc n'ayez aucun complexe si aujourd'hui vous sortez de master, vous n'avez aucune publication, c'est complètement normal, rassurez-vous. Si vous n'avez jamais enseigné, bah oui c'est normal aussi, rassurez-vous, c'est juste un plus si vous l'avez déjà fait. Et donc dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est d'être clair, de respecter les normes à chaque fois, et pour ça, vous allez vous appuyer sur des modèles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné des modèles, alors par souci de confidentialité, je vous ai évidemment pas donné des modèles de personnes que j'ai accompagnées, mais je vous ai mis mes propres CV en format une page et en format académique, pour que vous ayez une idée très claire en fait de ce qui peut être attendu, de comment présenter les choses de façon cohérente et de façon efficace. Et rassurez-vous aussi, vous pouvez aller chercher plein d'exemples de CV académiques sur le web en tapant le nom des chercheurs plus le mot CV, et souvent les chercheurs mettent en ligne leur CV, donc vous allez pouvoir les récupérer très facilement et vous servir de différents modèles pour adapter à votre cas précis. Je sais que, pour être passé par là, qu'il n'y a pas un modèle qui va convenir parfaitement à vos expériences. On a tous souvent des expériences un peu hybrides. Quand on sort de master, on a peut-être des expériences quand même de job étudiant, tout bêtement. On a peut-être déjà des publications, mais pas assez non plus pour que ça soit très pertinent de faire un CV académique, donc ça dépend. Et vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'en consulter le plus possible et de trouver celui qui vous va le mieux, en fait, celui dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise, celui qui vous permet de vous dire, ok, là, ça me paraît clair, ça reflète bien les expériences que j'ai eues, ça valorise le plus important, et puis en même temps ça permet de mentionner des choses qui peuvent paraître secondaires mais qui sont importantes pour moi en fait. Et voilà, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, cette première partie sur le montage du dossier. Je vais en faire une deuxième sur l'audition, donc elle va sortir dans les prochains jours. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour être informé rapidement, tout de suite, dès que la vidéo sort. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous souhaitez être accompagné pour passer un oral, évidemment vous pouvez me le signaler. Donc soit vous allez sur mon site et vous prenez directement un rendez-vous. C'est facile, vous allez sur la page d'accueil, vous cliquez sur prendre rendez-vous. Le premier rendez-vous est offert, donc ça nous permet de faire le point, ça vous permet de me poser toutes vos questions. Et ensuite, si on considère que l'accompagnement peut démarrer, eh bien on démarrera l'accompagnement par la suite. Voilà, n'hésitez pas, et vous pouvez aussi me contacter via le formulaire de contact qui est sur mon site web ericadupont.com. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, donc vraiment n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut!